Moi, je suis parti des Black Dragons. Et Black Dragon, ça a pris forme, je pense, en 85, et peut-être même bien avant aux États-Unis. Et qu'en fait, le père de celui qui a créé ça, qui s'appelle donc Yves Levent, lui a demandé de faire une section en France de nouveaux dragons. Et c'était le même concept, en fait, à l'époque, que les Black Panthers aux États-Unis. Donc, c'était une lutte contre les fachos. Donc, il est venu en France pour réorganiser les Black Dragons, pour amener une lutte en France et une organisation pour justement lutter. Mais au début, c'était une grosse sorte d'association où les gens, ils revendiquaient, quoi, tu vois. Et c'était une lutte vraiment contre les fachos, l'injustice, quoi. Ça a toujours été les Black Dragons et ça restera toujours à la base une cause. Les Black Dragons, il est créé 20 ans avant ma naissance et c'était par un gars qui s'appelait Yves Simadichon. Il vient de Haïti et après, il est passé en Amérique. Tu vois, parce qu'on a fait la guerre contre les Ku Klux Klan. Mais quand j'arrive ici en France en 83, j'ai compris, tu vois, on m'a expliqué que voilà, ici en France, c'était à peu près le système de Front National. Tu vois, ce système Front National, c'était comme les Ku Klux Klan. Mais sauf que ces gars-là en France, comme il y a des lois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais en cachette, ils font la destruction des Noirs et des Arabes. Donc moi, je suis arrivé dans les Black Dragons 87, je devais avoir 17 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, là où j'habitais, j'étais avec un ami à moi, donc Michael, qui est aussi Black Dragon, du coup. Et un jour, il était en skate. On était en skate, on doit avoir 16-17 ans. Et skate, il glisse et il fait un coup de pied retourné. Et il y a un type qui passe et qui dit hey, venez voir, vous kiffez les arts martiaux? Et je dis ouais, moi je kiffe, c'est mon truc, tu vois. À la base, je faisais du football, mais je kiffe les arts martiaux. Il me dit vous voulez rentrer dans... Il ne dit pas ce qu'on voulait entrer dans un gang. Il nous demande est-ce qu'on peut venir s'entraîner et voir où est-ce qu'il s'entraîne, parce qu'il est soi-disant prof de kung-fu. Nous, on dit ok, il nous laisse une carte, il dit voilà, vous allez au parc de Nanterre à la Défense, à côté de la Défense, donc à Nanterre là, et on s'entraîne. Donc il nous donne les jours et tout, et c'est sur la colline. Moi j'hésite un peu, il s'en va, j'hésite, je me dis putain, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais pas les gens, en plus t'es jeune, c'est un mec, il avait déjà au moins une trentaine d'années. Michael, lui, il est beaucoup plus nerveux, il est beaucoup plus... Moi, je suis plutôt calme. Il me dit, bon, vas-y, viens, on y va. On prend rendez-vous. Si on peut dire ça comme ça, on se retrouve sur la colline. Il y a au moins, je vais pas te mentir, 150 Renois. Là, j'ai 16-17 ans. Les mecs en face, ils ont déjà 25-26 ans, sont tous en train de s'entraîner torse nu, pieds nus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et quand j'arrive, il dit, venez, venez et tout, on vous attendait. Et il y avait d'autres nouveaux aussi. Donc moi, j'arrive impressionné et tout. Je vois des mecs qui sont super costauds. Il nous dit voilà, je fais des arts martiaux, lui c'est le prof de kung-fu, lui c'est le prof de boxe thaï, lui c'est le prof de karaté. Entraînez-vous, mais il nous dit pas au départ que c'est une bande, etc. On n'en sait rien du tout en fait. Et là, il nous prend un peu à part et il nous dit voilà, là c'est pas le chef des Black Dragons, c'est le sous-chef en fait. Et il nous explique, ça s'appelait Mamadou, et il nous explique que les Black Dragons c'est un gang et qu'en fait on chasse les skins. Voilà, moi je suis entré dans les Dragons dans les années 90 quoi. Moi les premiers gars que j'ai croisés dans les Black Dragons c'est Yves Levent, Killer, Shadow, Michael. Le plus gros problème qu'il y avait ici à la Défense, en fait, c'est les skins. Quoi. Et il fallait vraiment des gars qui soient là pour pouvoir s'en occuper, parce que voilà, on n'était pas tranquille. Quoi. Moi, j'étais au lycée à 14 piges, j'étais au lycée avec Shadow. J'étais avec Valérie, Dominique. En primaire, il y avait Robert, grand Robert qui était avec moi. On l'a fait toute notre primaire ensemble. Donc, comme j'étais tout le temps à la Défense et que je me retrouvais dans toutes les embrouilles, on chassait des skins ensemble. Pour moi, c'était un bon combat. C'était le meilleur des combats pour moi, c'était chasser des skins. DS Boy, on appelait les derniers salopards. Moi, je suis arrivé dans les Dragons, avant de rentrer dans les Dragons, j'étais le dernier salopard. On entendait sur les Juvisy, il y a une maman avec son enfant qui s'est fait agresser, elle faisait les courses. On lui a fait un sourire éternel, je ne sais pas si vous vous souvenez du sourire éternel. Tu t'attrapes un peu ici, prends un cutter, on te coupe ici, on te coupe ici, en même temps, toi tu cries « Ah !» Ça te déchire ici les lèvres. Vous vous rendez un peu compte des choses. Quand on fait ça à une maman, j'avais quoi? J'avais 14-15 ans, je me disais « Mais c'est pas possible !» On faisait du sport, on avait des gars, on était OP. On a dit « Si c'est des shows, si vraiment c'est des skinheads, on va se croiser, on va les taper. » Père son âme, qui s'appelle Momo, qui m'a dit « Je te conseille de rentrer dans les Black Dragons. Ça correspond à ton état d'esprit et nous les Asnais, on ne fait pas d'Asnais junior. » Et il y a beaucoup d'Asnais juniors qui sont déjà dans les Dragons. Donc, je me suis rendu à Croix-de-Chavaux. J'ai rencontré M. Yves, il y avait Chor, il y avait Grand Karim, tout ça, ils étaient là. Je suis venu avec ma patrouille parce que j'étais déjà organisé. On était à Nemours dans le 77.
Ouais. Et 91, c'est-à-dire toute la ligne sud, de Nemours 77-91 jusqu'à Paris. Les bourreurs, les mecs du 13e, les dragons volants, les Chinois, les Fight the Power, les félins, tout ça c'était notre clan. Voilà, donc nous on a les SOC, Syndicate of Crime, d'Evry et tout ça. Ben voilà, c'était ça l'esprit. Nous on est arrivés, bon, Yves il a bien vu que nous on était déjà chasseurs. On bousillait déjà les skinheads du 14e arrondissement. C'était notre première mission. J'étais adopté par les Dragons depuis tout petit, depuis l'âge de 11 ans. Je suis rentré dans les BD, mais surtout par rapport à la famille. Mon cousin Pompon, et beaucoup de monde. Un jour, c'est un gars du Nord, avec mon père, par acheter un sac de riz. J'ai vu pour faire le mafé, et j'ai vu des skins tabasser des Noirs et des Arabes devant moi. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, donc j'ai dit non. Si on ne le nettoie pas, demain nos enfants ne pourront pas se balader à Châtelet comme aujourd'hui. Moi, je suis chasseur de skins, de nature de chasseur de skins, au fur et à mesure de BD. Un an après que vraiment les Dragons ont commencé à avancer, et je suis rentré, bon, avant j'étais dans un autre crew, hein, je vais pas mentir. Hein. J'étais dans un autre crew, il y a eu des histoires par-ci par-là, après je me suis retrouvé avec quelques gars à moi. Depuis 87, je crois. Avec Jérémy, les frères, Clark, Marvel, Kik et Tonigo. Il fallait qu'on fasse ça, faire un peu de nettoyage. La cause de chasser les skins, c'est nouveau pour moi, tu vois. Chasser les fachos, crâne rasé, qu'est-ce que c'est? Comme on les reconnaît, ils sont pas forcément rasés. Alors tu vois, ils te font une détection du mec, comment il est. Tout le monde croit que le skinhead, c'est un mec qui est crâne rasé, qui a le bon burst, mais c'est faux. Le skinhead, à l'époque, il est comme ça, mais il est aussi baggy, casquette, pour se fondre dans la masse, tu vois. Et il va au boulot, il a son costume, sa cravate. Et après, quand viennent les moments, il met son bon burst et ça tape. On nous annonce que peut-être 2 semaines après, il faut faire une chasse. Donc c'est ma première chasse. Et là, je me retrouve avec Joe Dalton, Michael, Clark. Donc c'est ceux d'aujourd'hui, Clark de la Clica, Joe Dalton, on se retrouve en chasse. Ma première chasse, je m'en rappellerai toute ma vie, elle se passe à Saint-Lazare, chasse au skin. Et là, je me chie dessus parce que c'est la première fois que je me retrouve tête à tête avec des skinheads. Et moi, j'ai 17 ans, ils en ont 30. Et puis je peux te dire que quand tu as des mecs qui font... là, je fais pas le gabarit que je faisais à cette époque-là. Je devais faire 78 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 130, 120, tu vois, c'est ce qui est différent. Et là, tu vois des mecs qui sont monstrueux, alcoolisés, avec la haine dans les yeux. Et tu vois, à un moment donné, je comprends rien, parce que les autres sont un peu plus vieux. On est très peu à être beaucoup plus jeunes. Ça charge. Moi, dans la foule, charge. On s'en sort, il y a des bagarres, je vois du sang, je vois que ça pète. Là, je vois qu'à un moment donné, on dit partez. Moi, je parle avec ce que je fais, je suis les gens que je connais. Mais on est tellement nombreux que tu sais pas qui est qui. Donc, tu suis les gens et je sors de cette chasse-là et je kiffe. Et je me dis, putain, c'est mortel. Maintenant, j'ai compris comment ça marche, c'est la guerre. Et là, tous les soirs, eux, ils voulaient faire une chasse toutes les semaines. Et nous, on dit non, non, non. Nous, quand on arrive, on veut une chasse tous les soirs. Et tous les soirs, on fait une chasse. Et on commence par Sèvres. Parce qu'il y a un Black Dragon là-bas sur Boulogne qui s'appelle Blacky, qui lui, tous les soirs, parce qu'on avait des dragons de Versailles, tout ça, qui eux, tous les soirs, se tapaient les skinheads. C'est-à-dire que les skinheads savaient qu'ils allaient à la gare, savaient qu'ils prenaient leur dernier train, et ils attendaient à la gare, et les défonçaient à la gare. Et à chaque fois, ils venaient nous voir, et ils nous disaient, putain, les skinheads, ils arrêtent pas de me défoncer le soir, je rentre en courant. Je dis, putain, on va aller les défoncer. Donc il fallait travailler avec l'esprit, l'organisation. Hein, donc il fallait utiliser les moyens qu'il y avait. C'est-à-dire, il fallait avoir des espions, hein, il fallait avoir des gens qui infiltrent le clan ennemi. Donc lui, il a galéré pendant, je sais plus, 6 mois peut-être, à courir, etc. Puis on a dû organiser ça, donc on a fait une réunion, il est venu, il a expliqué son problème. Je lui ai dit, voilà, je galère, là, les skins, voilà. Sauf que nous, on était sur d'autres plans, d'autres descentes plus importantes. Donc à un moment donné, lui, pendant 3-4 mois, il a dû galérer. Donc on s'est mis sur son dossier, en gros, en disant, voilà, Blacky, dans ce moment, il galère. Il a les skins sur le cul. Il va à l'école où je sais pas où il y a des skins, donc on va les nettoyer. Donc on s'est organisé à savoir combien ils sont. Essayer de savoir comment ils s'appellent. Mais d'où ils viennent, quoi. Parce que peut-être qu'ils sont ça Sèvres, mais peut-être qu'ils viennent de je sais pas, Rueil-Malmaison, c'est rien, Suresnes, d'où ils viennent, qui sait. Et les risques, quoi. Donc il fallait faire les choses proprement. Donc c'était programmé, calculé, c'était intelligent. Et donc on est arrivé par exemple au Pont de Sèvres, on a fait un nettoyage radical parce qu'on avait les informations, on avait le moment, l'heure, quel était le chef. Donc nous on a fait une petite surprise, alors que ce soit Blacky qui descend au dernier train, et ben c'était nous, on était une cinquantaine.
Et là, surprise, surprise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à courir, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes le même nombre, après, on voit qu'ils sont des hommes et qu'ils sont des lâches. Et donc, ils se sont mis à courir, et là, ils ont pris des balayettes, un petit, tu vois, petit règlement gazeuse. Et on s'est assis, on leur a dit ouais, coup de poing, coup de pompe, on leur a dit demain on est là, lundi on sera là, mardi on sera là, mercredi on sera là, appelez du renfort. Et comme techniquement ils n'avaient pas les moyens d'amener du renfort, ils sont effacés. Pendant 2-3 ans, hein, ça coûte jusqu'à 91, on a attaqué Saint-Lazare, Saint-Michel, Châtelet, parce que Châtelet, la défense était remplie de skinheads. Châtelet, la défense, on voit aujourd'hui à plein de cités, mais à cette époque-là, 88-89, c'est rempli de skinheads. Et là, il y a Batskin, le chef des skinheads. De son vrai nom, on va se taire. On sait que sa mère est procureure. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que pour les avoir chassés pendant des années, on sait qu'ils ne sont pas nombreux. Des skinheads en France, des vrais, en tout cas à notre époque, il y en avait 100 maximum. Et après, graviter autour d'eux d'autres mecs, mais en vrai, ils sont qu'une centaine. Mais attention, la centaine qu'ils étaient, le power blanc là, c'était hardcore. Alors en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils attrapaient des fois des meufs dans le RER, femmes enceintes, il est défoncé. Mais vous ne pouvez même pas imaginer avec quelle violence, où des fois ils attrapaient un mec de chez nous et il y en a quelques-uns qui sont passés sous leurs mains, coup de vitriol. Alors j'ai expliqué la technique, c'est que le skin, quand tu vas le voir et tu demandes est-ce que c'est un skin, il va jamais te dire oui s'il est tout seul. Par contre, il y a un truc, c'est que quand tu fais une descente, il faut se méfier des meufs. Parce que les meufs derrière eux, elles avaient le vitriol. Le vitriol, c'est un petit flacon d'acide, elles se reculent et puis avec le balance, tu prends, t'es défiguré. Sinon, ce jour-là, on était ensemble, moi et Jean-Yves. Après, il fallait se séparer, on est rentrés. Moi et Jacob, on est tombé sur, je crois qu'ils étaient 5 skins. C'était chaud. En plus, il n'y avait qu'une sortie. Donc, on a avancé comme ça, ils avançaient. On s'est regardé, on dit, Jacob, ça va être chaud. Il dit, c'est chaud, on est parti. On a commencé à courir, foncer sur eux. s'est battu dans tous les sens. Pendant que je me battais, il y en a qui m'a mis 3 coups de couteau, mais je continue à me battre. Et on a réussi à s'esquiver, on en a couché, on a pris des coups, on est parti. Et juste après, on devait aller en boîte et on avait rendez-vous avec des go et tout. J'étais avec Jacob. Il me dit, ouais, Jacob me dit, oh, on va à l'hôpital tout. Je fais non, moi je vais pas à l'hôpital, c'est bon, je suis un guerrier, je vais m'amuser et tout. Je suis parti en boîte. Je commence à danser, m'amuser. Je commençais à voir la jambe ça faisait bizarre. Les gars ils me disaient, on va à l'hôpital. Je fais non, c'est bon. Après, au bout d'un moment, ça commençait à être chaud, on m'a emmené à l'hôpital. Le docteur dit, ah, si vous n'étiez pas venu, votre jambe là, vous auriez pu la perdre et tout. Je fais, à l'époque, en plein après-midi, il y avait des skinheads. En plein après-midi, ils descendaient normal, ils faisaient leur travail. Et petit à petit, ils ont pris des coups et ils se sont dit, putain, oh là là. Après, il y en a qui perdent un doigt, une oreille. Attends, les mecs sont trop sauvages. Parce que nous, on était tous fichés, tous, faut le savoir. Hein. On tapait les skins, eux, ils rentraient chez eux. Nous, on allait au placard ou alors garde à vue ou contrôle judiciaire, tu vois. Et lui, rentrait chez sa mère parce que sa mère, elle est procureure. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le chef des skins, tu le tapes, sa mère, elle est procureure. Il suffit que comment? Moi, j'ai vu des mecs mettre des patates à des skins, le lendemain faire 6 mois. Alors que l'autre, il fait des Adolf Hitler. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que déjà, on était parti avec un désavantage. 28 mai 88. Après l'annulation d'un concert, les skins passent à tabac 3 Antillais et 2 Indonésiens avant d'attaquer le commissariat de police. 1er octobre 88. Un skin de 19 ans surnommé Neurone tue d'un coup de pied en pleine tête un clochard endormi sur un banc public. 14 novembre 88. Inscription nazie sur les vitrines de commerçants juifs dans le quartier du Sentier, au cœur de la capitale. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture. Quitte à taper sur les immigrés. Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre. Vers 91-92, on a dit non, là c'est trop, on va faire une chasse définitive. Et donc, on s'est alliés pour... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le truc, c'est qu'on s'est allié avec d'autres gangs qui étaient les Dukey Boys, et eux, ils étaient une quinzaine, mais sans pitié. Alors eux, de ce que je me souviens, c'est que pour entrer dans leur gang, il fallait amener le doigt ou l'oreille d'un skin. Ils étaient 15. Mais putain, qu'est-ce qu'ils chassaient. Et ils venaient les chercher tous les soirs, et ça chassait, ça chassait, ça chassait. On les a nettoyés. Mais nettoyés d'une force. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens vont se promener à Châtelet, quand ils vont à Paris, et qu'ils ne voient plus de skins, c'est nous, on a fait ce travail. En 20 personnes pour aller à Châtelet, mon ami. On était là, on a nettoyé Châtelet, 4 h du matin, 5 h du matin, on partait se battre. À chaque Gare de Lyon. Gare de Lyon, je dormais sur la chaise comme un bouffon. Demain, il fallait que j'aille me taper comme des skins. On les donnait rendez-vous, c'était des bonhommes, ils venaient au rendez-vous, on les casse-tête. On leur donnait une correction. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé en Russie?
Ouais, sinon, on n'avait pas fait ça, c'est ce qui allait se passer en France ici. Et là, aujourd'hui, si demain le skin vient, ils vont trouver toujours les dragons sont là. Parce que les vieux, ils sont tombés dans les tombes, ils vont se lever. Parce que moi, j'ai dit le dragon ne meurt pas, ça peut être toujours là pour frapper. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au COP de Boulogne, là, ça se passerait dans la rue aujourd'hui. Et je crois que la vraie cause, c'est ça, quoi. Les Black Dragons, ça existait, ça existe pour ça. Et c'est un mouvement d'abord des États-Unis, une alliance avec les Black Panthers, qui est venu s'installer ici pour la même et unique cause. Voilà. Et nous, après, on a changé la démarche. Une fois qu'on avait nettoyé tous les fachos, eh ben, il n'y avait plus de... La cause était finie, on avait rempli notre mission, on a fait ça très vite, on a fait ça en 3-4 ans. En 3-4 ans, on a balayé, après, il reste ce qu'il en reste. Les gens ont oublié. Ils faisaient des ratonnades, ils agressaient les gens. Quand nous, on est arrivés, même nos grands n'ont pas pu faire ce que nous, la génération Zoulou, on a fait en France. Nos frères, ils avaient des petits secteurs, les grands, les Black Panthers, ils avaient des petits secteurs, ils contrôlaient. Nous, on a dit, on va marcher sur Paname. Et si tu marches sur la grande capitale, si tu prends la capitale, on connaît l'histoire, tu as repris le pays. En fait, les Black Dragons, le siège social, ce qu'on appelle la SARL des Black Dragons, c'est le fond, quoi. C'est à la Défense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Défense, tellement on était nombreux, des fois, on se retrouvait même le samedi à être 200, 300. Alors imagine-toi, à la Défense, un samedi, 200, 300 mecs, ça se voit. Donc il fallait monter une autre base arrière. Donc on s'est un peu déporté sur Montreuil, mairie de Montreuil, et Vitry, Villejuif. Ça nous permettait d'avoir 3 bases. Donc le gros truc, c'était la Défense. Ensuite, mairie de Montreuil, pour les grosses réunions, tu vois, voilà. Et ensuite, Villejuif. Mais la Défense, c'est là où on squattait. C'est-à-dire on était là-bas tous les jours. Le premier recrutement que j'ai eu sur Montreuil. Mais le QG était toujours ici, à la Défense. Le quartier général, c'était la Défense. Donc tu avais des gens qui se connaissaient à peine, quoi. Des gens qui se connaissaient à peine et qui se faisaient confiance à lui, mon bras droit, mon bras gauche. Même si on se connaît à peine, on est des Black Dragons, c'est pareil, c'est la même chose. Pour te dire la puissance qu'il y avait, une solidarité qu'il y avait pour tout le monde, n'importe quel pays, hein. Zaïrois, Antillais, toute génération, toute nationalité, et c'était pas, les mecs, ils n'étaient pas tous de la même cité. Donc tu avais des mecs de Cergy, des mecs de 78, de Saint-Quentin, Suresnes, Puteaux. Au niveau des magasins, on était un peu chez nous. Voilà, on avait envie de se servir, sincèrement, on se servait. On sort de l'école, on va à la Défense. On sort du boulot, on va à la Défense. Pourquoi? On voit tous les amis et tout ça. Et après on se préparait pour sortir, pour aller en boîte de nuit et tout, s'éclater. Et j'allais souvent à la Défense, c'était pourquoi? Les filles. Oh là 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 là. Quand on était là, il n'y avait pas l'arche, il n'y avait pas tout ça, quoi. 30 ans passés à la Défense, quoi. Je connais les coins et les recoins d'ici malgré tout, quoi. Ils ont changé, mais les sous-sols restent les mêmes. Voilà, Gambetta là-bas. C'est là-bas qu'il y avait Bafia, Killer. Et on rencontrait à l'époque déjà Ajax, Tyson et tout ça, quoi. C'est immense, ça veut dire que tu peux te fondre dans la masse avec les gens, tu fais ce que tu veux là-bas. Et même il y avait même des règlements de compte le samedi, les keufs, ils n'avaient même pas le temps de réagir. Je veux dire, après, c'est même plus qui était qui quand t'as 300 mecs. C'était incroyable. Donc vraiment, la base arrière, c'est la Défense et tout s'est passé là-bas. Tout a été réfléchi là-bas avec Nanterre, parc de Nanterre. Et d'ailleurs, comme les Black Dragons, c'était que des Blacks en fait. Mais gravité autour, il y avait d'autres bandes. Donc on a monté une section qui s'appelait les Cobras. Et donc on a récupéré beaucoup de robeux de Nanterre. En fait, les Cobras, c'était juste une filiale, on va dire, des Black Dragons. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils étaient violents, ceux-là. Bah, la Défense, c'est sûr qu'on était contents aussi qu'il y avait les Black Dragons avec nous. Ça nous a vachement aidés. On était bien contents de voir même des frères noirs avec nous. C'était l'Afrique, c'est la même chose. De nous défendre ou de se défendre mutuellement contre les racistes dans ce monde-là. Donc on avait divisé la Défense en deux. La partie McDonald's, on l'avait gardée pour nous. La partie cinéma, le Quick pour eux. Ce qui fait qu'on s'entendait bien pendant des années et des années. Personne n'allait marcher sur le terrain de personne. Tu vois, mais si par exemple, il y avait une bande qui déboulait et qu'on était en danger sur le McDo, on courait au Quick et on savait que les robots là-bas, ils venaient en renfort. Et on partageait le terrain, quoi. Ils venaient pas nous casser les couilles sur notre terrain. On venait pas leur casser les couilles sur le terrain. On s'entendait super bien. Il y a eu 2-3 conflits à un moment donné où ça n'a pas trop fonctionné, où il y a eu à un moment donné à Nanterre, toutes les cités de Nanterre, quoi, sont venues et nous on a amené aussi notre équipe. On s'est retrouvés sur le parvis. La police, ils ont fermé le commissariat. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est ça?
En fait, c'est parce qu'il y a un gars de chez nous qui s'est tapé avec un mec de Nanterre. Et donc, les mecs, ils ont ramené, les mecs de Nanterre, ils ont ramené toutes les cités. Parce que là, c'était les Black Dragons. Ils se sont dit, ceux-là, on partage le terrain, mais là, il faut qu'il y en ait un qui s'en aille, quoi. Et du coup, ce qu'ils nous ont fait, ils nous ont mis tous les sidatiques, tu vois, tous les toxicos devant, fermés. Et c'est Couider de Nanterre, prof de boxe thaï, qui est venu et qui a réservé sur le parvis, c'est-à-dire le parvis, là, en face du cinéma, où c'est plein, qui est arrivé sur le parvis et qui a tenu une discussion en se disant, les gars, calmez-vous, il a fait l'arbitre. Et pour que ça se calme, on a pris les deux mecs qui se sont pris la tête, tapez-vous, ils sont tapés. Et ça s'est réglé comme ça. C'était le seul conflit qu'on a eu avec eux. Et après, on a monté les Cobra Power. Et là, on a pris du pouvoir. Même la police même qui est sur le parvis ici, même c'est nous des fois qui venaient voir. Quand il y avait le problème des Blacks Unis, la police venait chercher les Black Dragons pour faire le ménage à la défense. À l'époque, les Black Dragons, ils mangeaient au McDo gratuit pour la sécurité du McDo. T'en avais à Marseille, t'en avais partout. On était tellement puissants qu'on avait partout. Tout le monde voulait rentrer dans les Black Dragons. Mais Ce matin, on arrivait ici, il y avait une queue ici pour rentrer chez les Dragons. Je me rappelle que quand je suis rentré, c'était l'initiation, quoi. C'est-à-dire que tu arrivais, tu devais te tester, quoi. Avec moi, on m'a mis face à une cinquantaine de mecs et on m'a dit, ouais, c'est le test, ça. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans les Dragons. Et ben, il faut que 50 mecs ils vont te sauter dessus, quoi. Et 50 mecs ils m'ont sauté dessus. Et j'ai essayé de me débattre, de me défendre comme j'ai pu. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et un ancien venu me voir m'a dit, tu sais, s'il y a 40 mecs qui te sautent dessus, tu sauras comment te mettre en boule. Parce que tu as beau être le guerrier. Il y a 3 choses qu'il faut savoir. C'est que les 50 ou 40 mecs, ils ne tapent pas tous en même temps. 2, c'est bien se mettre en boule et éviter de prendre des coups de couteau, c'est-à-dire la manière dont tu vas te positionner. Et bien sûr, à un moment donné, si tu es malin, si tu fais le mec inerte, tu es mort. Mais c'est la règle du jeu. Mais tu sais que tu es vivant. Aujourd'hui, si on a vécu, c'est parce qu'aussi, notre peur nous a protégés. Je suis rentré dans les Dragons, il y avait, je sais pas, 50 mecs, 20 mecs contre moi tout seul. Je me suis défendu comme j'ai pu, j'ai pas fait le warrior. Voilà, je me suis défendu comme j'ai pu, tout le monde s'est défendu. Celui qui devait rentrer là-dedans, il devait passer des tests. Et si tu n'étais pas capable, tu ne rentrais pas dans les Black Dragons. C'était sûr, clair et net. le jour où on est rentré, moi et Jean-Yves, on nous a testés. Hein, ils ont voulu voir un peu nos capacités. Pas de chance pour ceux qui nous ont testés, on les a un peu montré qu'on rigolait pas. Donc c'était au parc de Nanterre. Chez nous, le frégate. Tu sais quoi le test sur le frégate? Tu viens, on t'envoie, tu vas t'acheter 5 bouteilles de whisky. S'il te plaît, le frégate, s'il te plaît. Tu bois le whisky, après on te fonce des biens, le lendemain on te fonce d'un. Après on se demande si tu es le frégate. Tu dis non, après attends, allez. Maintenant, les autres bandes, les dragons sont reconnus comme des chasseurs. Et le nombre, il a cru, on arrive à compter 900 dragons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 900 dragons, c'est la détection de tout. On avait des mecs de Sarcelles. C'était pas des mecs qui se connaissaient de partout, des mecs de Grigny, des mecs de Évry. On avait des gens, mais de partout. Et c'était trop. Et donc, toutes les autres bandes ont commencé à avoir un regard sur nous de trop de pouvoir. Et quand tu commences à prendre trop de pouvoir, c'est les guerres. Et quand il n'y a plus de skins, eh ben forcément, à un moment donné, ils n'étaient pas dans la même cause que nous. Et nous, notre cause, c'était vraiment les skins. Et là, il a commencé à avoir guerre bande contre bande. Parce que justement, il n'y avait plus de skins, on les a. Mais c'est même plus du nettoyage. La preuve, c'est que... Voilà. Et donc, il y a eu commencé à avoir la jalousie des bandes, parce qu'on avait plus de reconnaissance, etc. Et là est venue la guerre des gangs. Et après, les skins, on les a laissés, on les a mis de côté, c'était les bandes, parce qu'il y avait de la jalousie. On disait, ah, c'est qui ces guerriers là? Ils s'entraînent au parc de Nanterre. Ils sont chauds, les go, les filles sont derrière eux. C'est qui eux? C'est Black Dragon, on entendait Black Dragon partout. On avait nos styles à nous. Quand on sortait, on voyait un BD, on savait que c'était un BD. On était Winston au pied, Fly mignon, beau gosse. Une coalition de gangs qui sont venus et qui ont fait une grosse descente sur la défense. Nous, on était une quinzaine. Moi, je montais l'escalator en bas, là, au niveau du RER. J'étais avec Jean-Yves, je dis bonjour à tout le monde. Et je commence à tracer. Et d'un seul coup, là, j'entends crier. Il y a au moins 60, 70 mecs, 80 mecs, je sais pas combien ils étaient, c'était un truc de fou, ils venaient dans tous les sens, qui sautent sur tout le monde. Jean-Yves, il se sauve, il court, 10 contre 80, tu peux rien faire, c'est pas possible, tu vois. C'était une descente, c'était par surprise. Moi, j'arrive à me planquer dans un magasin, et je vois Jean-Yves, il court. Et je vois à peu près au moins 30 mecs derrière, parce que c'était séparé en plusieurs groupes. Qu'est-ce que je fais? Je vois, vous êtes en galère. Moi, j'ai réussi à me planquer. Je ressors et je cours derrière les cums. C'est-à-dire que Jean-Yves, il court. les mecs, ils sont 30 derrière à courir derrière Jean-Yves.
Et moi, je cours derrière les 30. Je dis, ouais, dès que ça va se confronter, bon, bah voilà, j'ai de mon pote. Et moi, je me retrouve d'un seul coup tout seul. Eux, ils disparaissent. Donc les gars, ils s'arrêtent. Et quand ils s'arrêtent, ils se retournent. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est moi. Voilà, j'ai voulu jouer vaillant, je les ai traversés, j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai voulu jouer le fier. Et voilà, ça même pas 2 secondes, ils m'ont tous sauté dessus, ils m'ont défoncé. Voilà, je dis la vérité, ça a été un carnage. Ils m'ont traîné sur 15 mètres, j'avais la tête, c'était Elephant Man. Tellement ils étaient beaucoup sur moi, ils n'ont pas pu me planter. Ce jour-là, ils ont tiré sur Ambroise. Ambroise, il a failli mourir. Il y en a 2, 3 qui ont été à l'hôpital. Et moi, j'ai eu de la chance. La chance que j'ai eue, c'est que, bon, voilà, trop de mecs sur un, t'arrives pas à le taper. Donc, ils m'ont défoncé de haut en bas, là, éclaté la bouche, le nez et tout. Voilà. Mais ils m'ont pas planté. Donc, je m'en suis quand même bien sorti. Mais ce jour-là, ça a été un jour décisif en fait pour moi. Quoi, tu vois, moi, une semaine après, tu as vu, moi je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé, j'ai fait les gars, j'ai dit il n'y a plus moyen. On s'est réunis, avec Jean-Yves, tu as vu, je t'ai dit, il n'y a plus moyen. J'ai dit maintenant, moi je suis avec vous. Je suis avec vous et c'est fini, quoi, on est ensemble maintenant. On est dans les mêmes galères, on s'est embrouillé, mais là maintenant j'étais à l'hôpital, en fait c'est avec mon sang que je suis rentré. C'est tout ça mon test à moi. Donc après les gars, ils se sont réunis, Eddy, Le Vent, il a dit, ouais, celui-là c'est un dragon, il est avec nous dans toutes les descentes. En plus maintenant il a saigné pour ça. J'ai dit maintenant il est avec nous. Et ensuite après toutes les descentes et toutes les réunions, après j'étais là. Et c'est depuis ce jour-là, grosso modo, qu'on peut dire j'étais accepté en tant que BD. Voilà, ça a fait un peu l'exception à la règle. Et ce qui s'est passé, c'est que le chef des Black Dragons, Yves Le Vent, il est tombé au quart plat en fait. Et quand ton chef tombe au placard, à un moment donné, tu as 300 mecs, en gros à la défense, qui sont déboussolés. Il faut reconstituer comment on fait, le mec il a pris 1 an, comment on va faire. Et donc ça se divise un peu, il y a des clans. Et dans ces clans-là, il y a des gens qui font des choses un peu bizarres, qui ne sont pas des vrais guerriers non plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens aussi dedans qui sont là pour les meufs, d'autres qui sont là pour... sont là comme ça, pour aller en boîte. Tu vois, et quand on vient le jour de la descente, il n'y a personne. Donc moi, je sais qu'ils étaient pendant la descente. Je sais qu'ils sont des bonhommes. On est une 50aine. C'est des bonhommes. Pendant les chasses, tu les vois devant. Tu sais toujours, tu les vois devant. Ces noms-là, de toute façon, ils reviennent à chaque fois entre nous, tu vois. Puis il y a ceux qui sont arrivés après. Mais les vrais soldats, les vrais, eux, là, ceux qui voilà, avaient un vrai truc. Eux, après, chacun veut un pouvoir. Chacun veut un truc. Donc le chef, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on fait un peu n'importe quoi. Les meufs, après, c'est les meufs d'un autre mec, d'une autre bande. Ça se passe comme ça. Et maintenant, les gens, par jalousie, si tu touches à la meuf d'un autre mec, forcément, il n'est pas d'accord. Et c'est une autre bande, donc la guerre, elle commence. Ça commence toujours comme ça. Les causes pour lesquelles des gens sont morts chez nous, à un moment donné, des gens ont pris des balafres, des gens se sont fait taper, c'est pour des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une leçon qu'on doit apprendre dans la vie, parce qu'à un moment donné, t'as plus de chef, t'as plus rien, et puis on dit, viens, on va à la guerre, plus personne ne va te dire, stop, attends, faut peut-être qu'à... Alors qu'avant, le chef, ce qu'il faisait, il calmait. Il disait, attends, on va voir ce qui se passe. Ben là, non. Après, il y avait des pseudo-leaders, et forcément, pseudo-leaders, ils sont en mode guerrier. On leur a appris à faire que ça. On nous a pas appris à discuter, on nous a appris à faire la guerre. Donc, à chaque embrouille, on descendait à 300, et voilà, c'était du... On en attrapait un, et nous, on le lynchait. Eux, ils attrapaient quelqu'un de chez nous, on le lynchait, et c'est une guerre sans fin. J'étais avec, comment il s'appelle, Idriss, il se rappellera. Il s'est fait chicoter après par les dragons parce qu'il sait ce qui s'est passé. On devait aller en boîte, c'était à Châtelet. Ouais, où il y a les frites merguez, tout ça là. Et là-bas, on était en pleine guerre avec les RJ. Je dis, là je les cite parce que ils ont été traites ce jour-là. Ils traînaient à Châtelet à cette époque, c'était ça, hein, Jean-Yves, ils traînaient à Châtelet. On devait aller en boîte à Châtelet. Donc Idriss, il me dit, on fait un détour pour arriver à Châtelet. Je sais pas, il voulait me faire traverser, nana. Je fais, écoute, ce jour-là, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je dis, t'es un guerrier ou t'es pas un guerrier? Il me dit, oui, je suis un guerrier parce que je l'avais jamais vu à l'œuvre. Il me dit, oui, je suis un guerrier. Je fais, bah, tu sais quoi, on va à Châtelet, on ne fait pas de détour. Si on tombe sur les gars, c'est parti. Je dis, ok. Manque de peau, je tombe sur les gars. Quand ils m'ont vu, ah, Michael, ils ont commencé à rire, c'était plein. Là, je regarde Idriss, je dis, ah, c'est chaud. C'est chaud. Donc les gars, il y en a un qui était chaud chez eux, ils voulaient se la raconter. Il dit, oh, je le prends tout seul, là, là. Dans ma tête, je dis, ah, si c'est que ça, c'est bon, peut-être je vais m'en sortir. Mais j'ai commencé à le chicoter, ils m'ont sauté dessus. Il y en a un en traite. Je sais qui c'est, hein. Si tu m'écoutes, j'ai jamais... Il est venu, il m'a fait des petites cicatrices dans le dos, je vais vous montrer. Je raconte pas des conneries, il sait c'est qui. Mais je t'ai pas oublié, papier. Je t'ai pas oublié. Toujours, hein, on est là. Coup de
couteau, là, c'était pas... ça rigolait pas, ils en attrapaient un. Je veux dire, il y a des gens, ils ont eu la misère. Tu reviens de là-dedans. Si tu as couru pendant la descente, comment tu vas te repointer à la défense? Bagarre, main nue. Moi, il n'y a pas besoin de couteau, arme, face to face. C'est là où on voit les hommes. Il n'y a jamais eu de défaite. Quelques rares fois, quand on a pu un peu, on prend des défaites. Tête à tête, toute la bagarre. On gagnait toujours, t'es toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Faut remarquer. Toujours vainqueur. Il y a eu beaucoup de bandes, hein. Maintenant, t'es les meilleurs. Alors, qui contrôlait Paris à cette époque-là? Ce qui est clair, c'est que les Black Dragons, on en a entendu parler et on entendra parler comme une légende, parce que tellement on étant nombreux, difficile de mettre des vraies têtes en face de nous. Moi, je pense qu'on a lutté des années avec les RJ, encore on s'est fait une guerre, voilà, et les Mendy. Voilà. Moi, c'est ces gens-là avec qui on a lutté, mais pour une cause, personne ne sait pourquoi ni comment. Comment ça a commencé, je suis incapable de te dire. Comment ça s'est terminé, je suis incapable de te dire. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que moi, dedans, dans ces ennemis, il y a des gens que je connais. Et pendant le mouvement, quand je me suis battu avec eux, c'était même pas des êtres humains pour moi. Je me suis dit, là, on considérait même pas leur tête, s'il y avait des têtes à prendre, quoi. On pouvait se flinguer sans se poser de questions. Et aujourd'hui, quand le temps est passé et que je discute avec certains d'eux, ils sont comme moi, les mecs, en fait. Et si je leur demande la cause pour laquelle on s'est mis sur la gueule, il n'y en a aucun qui peut me dire la raison. Par contre, je sais un truc. RJ, Mendy, Dragon, en face, c'était des bonhommes. Le Black Dragon, il vit avec les arts martiaux. Il ne peut pas respirer sans les arts martiaux. L'art martial, je peux pas vous expliquer. C'est se lever ce matin, respirer, penser. Il y a des gens qui sont nés pour faire ça. Moi c'est mon truc, quoi. Les dragons, sans ça, il n'y avait pas de raison de rentrer dedans, quoi. C'est tout ce qui m'a d'ailleurs amené chez les dragons, c'est que j'aimais les sports de combat. Il faut bien expliquer une chose. Black Dragon, c'est la mythologie des arts martiaux, les techniques des animaux. Que tu pratiques le karaté ou machin, tout est inspiré de la nature. D'accord? Le vent, etc., tout ça. Donc si tu adhères à l'esprit des arts martiaux, tu dois être forgé mentalement ainsi que physiquement. Et tu travailles avec, tu marches avec ton cœur et ta conviction. Donc l'honneur, dignité, loyauté, force, code d'honneur. À partir du moment que tu dis dragon, ça va de soi que n'importe qui pratique, qui rentre, qui intègre, qui adhère à l'esprit de Black Dragon, doit pratiquer les arts martiaux. Et nous tous, on a commencé les arts martiaux quand on était gamins, quoi. Moi j'ai commencé en fait par le karaté à l'âge de 7 ans à peu près. J'ai continué, j'ai eu ma ceinture noire à 15-16 ans. Et après je suis passé par le taekwondo directement, quoi. Parce que je trouvais qu'au karaté on n'arrivait pas vraiment à se toucher, c'était pas vraiment ça, quoi, à l'époque. Et le taekwondo, j'ai démarré le taekwondo à partir de là jusqu'à maintenant. J'ai fait du foot et du taekwondo en Côte d'Ivoire. J'ai toujours jonglé avec les deux. Et on m'a toujours dit que si j'avais choisi une branche, j'aurais pu faire carrière. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé après. J'ai commencé la boxe anglaise à 14 ans. J'ai fait à peu près 6 ans d'anglaise. Le parcours sportif, il a été un petit peu freiné par les blessures. Mais sinon, j'ai été blessé avant la quart de finale du championnat de France. J'ai réussi à aller en demi-finale du championnat de France et blessé au bras gauche. Et ensuite, j'ai boxé quelques indépendants, professionnels, et j'ai arrêté sur des victoires, quoi. J'étais puncher, donc voilà, boxe anglaise. Ensuite, j'ai enchaîné autre chose. Et après, j'ai plutôt fait les arts martiaux, penchak silat, tout ce qui est un peu self-défense. Et voilà, ça, c'est un peu mon parcours sportif. Aujourd'hui, moi, mon truc, ça a toujours été plus la boxe taille, de la boxe taille, du kickboxing. Je sors de là et pour moi, c'est pas faire un sport, c'est apprendre à vivre avec ça, quoi. Mais un truc que je voudrais dire, c'est que je suis monté sur les rings, j'ai combattu. Je pense qu'un vrai combattant, c'est quelqu'un qui a peur. Et il y a 2 règles dans cette vie, c'est maîtrise ta peur, quoi. Et la différence entre celui qui va monter sur le ring, c'est la différence entre le héros et le lâche. C'est qu'au début, on est tous des lâches. Et après, celui qui avance le pas devient un héros. Et c'est ça la seule différence. Mais au départ, on est tous pareils, on vit avec la peur. Et c'est cette adrénaline, ce truc qui fait que parmi nous, parmi les dragons, on avait cet esprit de combattant, de toujours aller plus loin. Toujours les arts martiaux nous poussaient toujours plus loin. Parce que justement, cette peur, tu vis avec. Et la seule fois où j'ai ressenti cette peur, quand j'allais dans les chasses d'esquine, etc., dans n'importe quelle descente, c'était sur le ring, dans le vestiaire, avant de monter, se demander qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis venu. Je me rappelais, est-ce que je suis un vrai guerrier, mais le mec, je le connais même pas. Et quand j'allais dans la chasse aux skins, c'était pareil. J'étais avec des mecs, je dis peut-être que je vais parvenir. Et est-ce que je suis bien entraîné?
est-ce que je suis préparé? Et tout ça, tu vis avec. Et quand tu l'as depuis très jeune, et ben aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je vis avec, je respire avec. Aujourd'hui, j'ai plus de raison de monter sur le ring ni de combattre. Et je pense que c'est une recherche de soi-même, une paix intérieure que de pratiquer pour aller au plus loin, parce qu'il y a le corps, mais la tête, elle est nos limites. Ce qui fait marcher le corps, c'est la tête. Et ce qu'on pratique, le kung-fu, le karaté, la boxe, ça te permet d'aller plus loin et d'apprendre à te connaître. Et plus tu te connais, plus tu mets des limites avec les autres, plus tu en mets avec toi-même, plus tu deviens respectueux. On se retrouvait dans des championnats, on a fait preuve de beaucoup de bravoure et de résultats dans les championnats. Et de nous est né les plus grands champions des arts martiaux aujourd'hui. Quand on parle de Pascal Gentil en taekwondo et de toute l'équipe de France, Michael Bourreau par Pompon, tout ça. Hein, Jean-Yves a formé les champions du monde de kickboxing, boxe thaïlandaise, boxe anglaise. Tony Go a été un grand champion de boxe anglaise. Daddy Lurcy, rappeur, etc. Hein, Doigté Aurélien a été formé par Jim Tono, Jean-Michel, un dragon de Villejuif, qui a été champion d'Europe et tout ça de kickboxing et de boxe américaine. Il y a un des frères aussi à Île Saint-Denis qui est champion de boxe française plusieurs fois, champion du monde, etc., qui adhérait à l'esprit des dragons. Donc vous voyez, mais notamment cette discipline, puisqu'on protégeait nos petits frères, a fait des professionnels de football, comme Makelele, comme Thuram, comme tous ces gens-là qui sont dans l'équipe de France. Et dans le livre de Thuram, il parle des Black Dragons dans des pages. Voilà, Dagui Bakari, qui a été capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui s'est retrouvé à Lens. Et notamment, on a eu des directeurs de banque, on a des directeurs de banque, des médecins, des machins et des gros voyous. Voilà. Il faut dire ce qui est. Parce qu'on fait la société. On a forgé un état d'esprit pour que les gens ils marchent avec honneur et dignité et se fassent respecter. À partir de là, chacun, selon sa vie, il défend sa conviction comme il peut. Dans les années 80 jusqu'à 90, dans les rues de Paris, quand on arrivait en troupe habillée pareil, eh ben, on disait telle boîte, vous ne faites pas rentrer les gens de couleur, la boîte ne va plus exister. On a eu les après-midi. Telle boîte, on a eu le samedi, ça ne nous suffit pas le vendredi, on avait le samedi. Aujourd'hui, tout le monde va faire Java. Hein, nous, on peut arriver à l'entrée de boîte, on dit tu ne rentres pas. Comment ça? Parce qu'il n'y a pas d'histoire, les gens ils ignorent, alors ils ne savent pas. Tu vois, c'est comme ça. Pendant que nous, on chassait les skins et qu'on se mettait sur la gueule gang contre gang, bande contre bande, peu importe, et ben, le rap est arrivé 87, 88. Il faut savoir que nous, dans notre équipe, on était dans les premiers rappeurs, parce que justement, il n'y avait pas de sampleur, tout ça à l'époque. Avant d'aller à la chasse, il y en a un qui faisait tu vois, les rythmiques sur le quai, d'autres qui rappaient, ou après le big box, tu vois, le mec qui big boxait, et on rappait comme ça, t'as vu, on se lâchait, et CD ça n'existait pas, sampleur ça n'existait pas, donc on se démerdait comme on peut. Donc nous, on rappe depuis toujours. C'était les dragons, les Zoulous. C'était même pas nos grands avant. C'était nous les Zoulous. Et les gens, ils savent pas que c'est nous, on écoutait du rap et on s'habillait comme les rappeurs aujourd'hui. C'était nous les premiers à avoir des styles vestimentaires de Zoulou, de hip-hop. Et quand le premier CD est arrivé dans le rap français, c'est-à-dire l'autoprod, je crois, si je me souviens bien, c'est 94. Voilà. Et moi, c'est un mec qui m'a dit, tu sais, les rockers, ils font des CD en indé, il faut faire ça dans le rap, quoi. Et pour nous, on devait être un des premiers à faire ça. C'était incroyable, mais vrai. Sauf que, ben, toujours un pied dans le bise et toujours un pied dans la rue, forcément, tu peux pas toujours. Aujourd'hui, on regarde le rap comme un business. Mais franchement, mon point de vue aujourd'hui, par rapport à avant, c'est que quand c'est arrivé, on disait, putain, c'est une culture, c'est la culture hip-hop, c'est notre truc, les gens, ils parlent de rue, ça nous parle. Au début, que ce soit NTM ou les autres, ça nous parlait. Mais aujourd'hui, franchement, c'est des narvalos, c'est dégueulasse. Ou comme Michael Youn, à Fouta Cagoule. T'as mis une cagoule des fois? T'as mis une cagoule à l'âge de 3 ans peut-être, pour aller à l'école.
C'est quoi ces merdes? Et les Renois qui font les clips avec lui, là, ils sont pas. C'est des ouf, ils ont pas honte, là, avec leur survêtement Adidas serré, là, qui dansent comme ça, là. Ouais, avec la cagoule qu'ils mettent. Ils se foutent de votre gueule, et vous, comme des cons, pour 100 €, ils vous donnent, 200 €, ils vous donnent, vous faites ça? Vous avez pas honte? En fait, ici, tu peux venir, tu fais n'importe quoi et ça marche, quoi. Tandis que le gars qui a vécu, qui vient, qui prend son temps et tout, qui se comporte vraiment comme un artiste, quoi. Mais il n'est pas reconnu, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, bon, qui est incompréhensible. Mais pour moi, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est la société qui est comme ça. Et puis le rap est à l'image de cette société, quoi. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que t'es un type plein de vices, et que t'aimes les tripes plein de risques. Ils débarquent du jour au lendemain, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils n'ont rien fait. On les connaît même pas. Ils veulent se donner une image, tout simplement. Quand tu vois les Booba et les baltringues de Stomy, il y en a pas mal. Il y en a une tonne. J'ai rien à leur dire. C'est des baltringues, c'est tout. Il y a un manque de reconnaissance. Quand tu vois des gars qui racontent ta vie à toi et qui l'ont pas vécu, ça te met les nerfs, quoi. Je connais, il y a des gars à nous, vous savez, hein, ils sont vénères en ce moment, quoi. Parce qu'il y a trop de gars qui racontent des histoires. Ouais, j'ai fait ci, ça. Non, mais on l'a jamais vu, ce gars-là. Au jour d'aujourd'hui, quand tu as tué quelqu'un, tu le dis pas. Parce que si tu le dis, soit ses compatriotes ils vont se venger, soit tu vas aller au quart plat parce qu'on va te ramener des affaires, voilà. Soit tu vas être sur écoute. Voilà, maintenant il suffit pas de se mettre des sclums, de pousser, tu vois, d'avoir un mauvais œil. Ce qui compte, c'est ton CV dans la rue. Et ton CV dans la rue, tu le bâtis pas sur un CD. C'est ce que je veux dire. C'est un pur mensonge. Maintenant, il n'y a pas de gangster dans le rap. Tu vois, il n'y a pas de gangster. Moi, je ne me prétends pas être comme un gangster, ni d'ailleurs un mec comme Joe. On se prétend avoir un vécu et on veut avoir notre histoire. Les gangsters, ils veulent de l'argent. Ils ne vont pas faire de l'argent dans le rap, il n'y en a pas. Tous ceux qui viennent à la télévision rencontrer qu'ils ont fait la rue, c'est des mythos. Moi, je m'appelle Benny Frégate. Celui qui dit qu'il a fait la rue, qui vient me voir en face. Toujours bagarre là. Bagarre, je lui ai montré si sa maman l'a vraiment mis au monde. Sinon, la rue, c'est nous. La rue, c'est nous. On ne vient pas à la télé pour chanter. Je suis rappeur, j'ai fait la rue. Non, la rue, c'est nous. Je suis battu, j'ai des couteaux dans le dos, j'ai eu tout. J'ai un couteau dans ma jambe. Voilà. Frère Dragon, représente. Représente Black Dragon, couteau dans la main. Couteau, là, ça c'est couteau, Black Dragon, représente. Il ne faut pas aussi que ces gens-là, on les laisse, parce que qu'est-ce qu'il croit le gamin qui a 17-18 ans? Que lui, effectivement, c'est un gangster, il va prendre modèle sur lui. Mais l'autre, il se fait 1 million d'euros. 600 000 des fois dans l'année. Et toi, tu vas jouer les gangsters, tu vas rien prendre du tout. Ce que tu vas prendre, c'est une peine de prison. Parce qu'il y a un narvalo sur son CD, il a dit qu'il allait tuer des gens. Ou parce qu'il a dit qu'il a soulevé par le cache de banque. On les connaît, les mythos, dans le rap. On les a vus depuis toujours. Parce que quand tu es un gangster, tu oublies vite cette vie. Parce que n'importe quel type d'une cité qui vient de la merde, il veut, que je connais en tout cas, depuis, il veut s'en sortir et après il oublie vite fait. Hein. Il prend son zeyo, il vit sa vie, puis quand il vient à un certain âge, voilà, il raconte pas des trucs qui lui ressemblent pas. Et quand il le fait, on sait tous. Parce que le jour où des gens tuent d'autres gens, se taisent. Les faux rappeurs qui disent gangsta, maintenant l'histoire de rue les rattrape, ben ils appellent tous la police et tout ça. Et on voit bien que c'était pas des durs. Parce que nous on est là, nous les dragons. Hein? Donc voilà, s'ils ne nous prennent pas en lâche, personne ne peut nous prendre physiquement. On est trop dangereux au niveau de combat d'homme à homme. Ce texte, c'est pas Pierre Tombal. Des clashs. C'est quoi ça les clashs? Papa, moi tu me clashes en bas de chez toi, demain matin je suis. Et je te baisse ta mère. Y a pas, c'est quoi ça? On fait pas de la musique, c'est pas de la musique, c'est un combat. Tu veux faire de la musique, frère, fais ta musique et puis c'est tout. Clasher un mec, quand tu sais que tu fais 300 000 et puis tu fais plus que 200 000, montrer sa tête derrière au Zénith ou je sais pas où, dire regarde, parce que c'est un concurrent direct avec toi parce que tu vends du disque. Par contre, un mec qui dit que t'es moitié œuf, moitié jaune d'œuf, qui timide, qui est en train de se foutre de ta gueule, là tu vas pas le mettre au Zénith, mettre sa photo. Parce que Jean Gabin, on va dire ce qu'il est, c'est un bonhomme. Et qu'à un moment donné, il faut se mesurer à des bonhommes. Et il peut pas. Personnellement, on est parti au casse-pipe, on a tourné nos culs par terre. On s'est battu, hein, franchement. J'avoue, je suis tapé. Hein. Pour vous, aujourd'hui, vous faites le malin, là. Il faut que la France le sache. Parce que le petit Français moyen, il croit que c'est Booba qui a créé le rap et qui a ramené le rap ici. Il croit que c'est cynique, il croit que c'est je sais pas qui. Alors que c'est nous-mêmes. Ces petits-là, on les a protégés même à la Cigale, au premier concert de la Clica, ils dansaient. C'était nous, quand les autres bandes venaient pour les dépouiller, où ils ont cassé les bras de Egoside Guégué. Il a fallu, des petits à Blacky, à Michael, il a fallu qu'on aille régler ça.
hein, et quand les skins de Boulogne les attaquaient. Je travaillais avec Zox, et moi, à un moment donné, je vais dire un truc. C'est quand t'as pas les moyens de mettre tes couilles sur la table, tu les mets pas. Parce qu'un bonhomme, il met ses couilles sur la table. Et Zox, c'est un petit enfant qui croit qu'aujourd'hui, dans le rap, on joue quoi. Mais des gens comme nous, dans le rap, moi, quand j'ai suivi sa cause, j'étais pas en train de jouer. Et les gens chez nous, ils jouent pas. Il fait un clash, il parle d'un mec, moi, ça me dérange pas. Il dit pas le nom. Ok, il n'y a pas de souci, mais il l'assume pas. Parce que l'assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller et mettre la pression. Le type, il va à la radio. On voit dans Planète, là, mais là, il parle, on dirait un petit enfant. Il n'y a aucune communication. C'est un mec de la haute school. Il est là dans le rap depuis des années. Il est incapable d'assumer, alors que c'est un leader, soi-disant, du rap français. Et il dit, franchement, on va te coucher, arrête la musique. Aujourd'hui, on dit à certains rappeurs, vous êtes trop vieux. Et comme vous êtes trop vieux, c'est la chaîne maintenant, il faut laisser la jeunesse. Qu'est-ce que c'est ça? Le rap, aujourd'hui, c'est pour des gens qui ont 40 ans, 35 ans aussi. 45 ans, pourquoi? Parce qu'ils ont commencé quand ils avaient 16 ans. Ils ont 35 ans, c'est leur culture. Et on leur dit, bougez, et laissez des gamins qui ont 17, 18 ans prendre le flambeau. Mais ils n'ont jamais demandé à passer le flambeau, vous les mettez à la rue. Donc, comme vous les mettez à la rue, avant de passer le flambeau, forcément, il y a un truc. Ils n'ont pas eu le temps de transmettre des valeurs. Donc le rap, aujourd'hui, il est baisé. Les gens qui sont à la tête donc, de la musique hip-hop en France, hein, c'est-à-dire, je parlais de Tefa, qui est David. Hein, j'ai expliqué vite fait dans Menace sur la planète rap qui il était. Ça a bouleversé la France. Ils ont pas compris. Donc c'est un petit qu'on protégeait. Hein, il habitait dans le 15e arrondissement. Qui nous donnait des plans, notamment à l'université de Assas, des Front National, des skinheads. C'est un petit qui traînait là-bas, il était à l'école là-bas. Il nous donnait des informations sur les skinheads. On a pu arrêter et éradiquer les skinheads de Assas. Et pareillement, les skinheads de Denfert Rochereau, les clans, on a pu éradiquer parce que ça, c'était nos petits, on les protégeait, on les protégeait. Notamment Sylvain, qui est kilomètre, Michael est là. Et ainsi que toi, Jean-Yves, c'était un petit blanc qui était avec vous, avec Tonigo, qui était dans les PSP. Il tenait vos sacs quand vous faisiez les descentes. C'est lui aujourd'hui qui contrôle la culture musicale du hip-hop. Il faut bien le savoir. C'est-à-dire, on a des photos même avec lui quand il était gamin. Donc aujourd'hui, si on voit bien même au niveau artistique, hein, qu'on parle de Booba, même de Diams qui a traîné même dans nos zones et que les Dragons Volants et les Ducky Boys, ainsi que la bande Hakim qui lui apprenaient à rapper dans Mafia Tressé, hein, tout ça, c'était nous ça. Mais ces gens-là n'acceptent pas qu'on leur passe devant. Ils ne veulent pas jouer. Au contraire, laissez passer les gens devant, comme ça vous travaillez plus. Et on aura un rap de qualité. Là, les mecs sont en haut, ils sont endormis sur leur laurier, ils font de la merde. En plus, ils nous amènent une mode qui est bidon. Et on est obligé ou de la suivre ou de mourir. Mais c'est faux. Mais les gars d'ici, les gars qui contrôlent le rap ici, c'est pas les mêmes qu'au States, ils n'ont pas la même vision. Donc en fait, tu pourras pas faire tes trucs tranquillement sans que, si t'as pas de copinage ou quoi, on reconnaît pas en fait la qualité ou le comment dire, le vécu, la qualité, on reconnaît rien quoi. On n'a jamais eu de reconnaissance, d'accord? Et si nous-mêmes on va pas prendre ce qui nous revient, personne va vous nous donner, personne. Et pour ça, il faut s'organiser. Et juste revendiquer nos droits et reprendre le marché. Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand on me parle de directeur artistique, de mecs en radio, de magazines, de ma génération, de ce que je connais de la culture hip-hop, j'en connais aucun. J'en connais aucun. Ils mettent des étudiants, des fils d'un tel, des nanani, et là, il faut arrêter. Il faut mettre à un moment donné des gens qui connaissent la machine, qui savent comment ça fonctionne, qui connaissent la rue, qui connaissent le rap, qui connaissent le public. Et tant qu'on ne fera pas ça, on n'avancera pas. Ils veulent qu'on chante, mais on marche pas. Ils t'ont promis la playlist et toi tu marches au pas. Le move à Paname, ça marche pas. Tous les gens qui sont passés sur Skyrock ont eu leur carrière de baiser. Ils ont fait 2-3 albums et après salut. Pourquoi? Parce que Skyrock, c'est un public de gamins. Et qu'à un moment donné, ça ne correspond plus. Le gamin est grandi. Et nous, on est encore là, on veut du vrai rap. Moi, j'ai 36 ans, je veux du vrai rap. Mais quand tu choisis de choisir des enfants, tu vois ce que je veux dire? Il faut l'assumer. Il faut assumer qu'à un moment donné, ils vont grandir et qu'ils vont passer à autre chose. Donc notre regard dans le rap en se disant, bon, Skyrock, c'est bien. Skyrock, il passe du rap. On va arriver à un truc où le rap va s'ouvrir, ça va grandir. On va pouvoir... Or, c'est faux. Ça n'a pas du tout grandi. Les gens qui maîtrisent les radios, les directeurs, ben, c'est pas les gens qu'il faut. Si on leur demande d'où vous sortez, moi, j'ai parlé de Lenny. Il était, la génération était coursier, le bordel. Qu'est-ce que c'est ça?
tu es courtier, tu passes directeur. Ces gens-là, on allait les sauver. Ils criaient au secours, il y a des gangs qui veulent nous tuer, non, on venait les sauver. Aujourd'hui, ils nous manquent même de respect parce qu'ils font un peu d'argent. Ils sont passés d'une association à une SARL. Aujourd'hui, il est temps que les dragons, ils marchent avec fierté et qu'ils arrêtent de faire la courbette devant ces gens-là et qu'ils reprennent leur blason, leur couronne. Par exemple, à mon époque, quand j'étais jeune, il y avait des règles de base, quoi, tu vois. Respecter les parents, des choses comme ça. On retrouve plus ça dans cette vie-là, en 2007. Et ça c'est triste. Et je pense qu'il y a autre chose à faire que de brûler des voitures. Et à un moment, il faut réfléchir parce que ça nous fait du mal. Et ce mal-là, ben, tu vois, moi j'ai des gosses et ils vont payer les pots cassés, quoi. Mais les petits n'ont rien à faire. Bon, on leur parle, on essaie de les inciter à bien faire les choses. Bon, surtout par rapport aux élections, on les incite à voter. Mais ils sont quasiment tous, hein, à 90%, ils sont partis voter, franchement. Ils ont fait leur papier, tout ça, ils ont assuré. Les petits, ils ont plus d'argent dans le business que à l'école, donc c'est très dur vraiment de discuter avec eux. Nous, on a compris, hein, parce que bon, autour de nous, hein, on parle énormément. Clean, on se voit pas souvent, mais dès qu'on se voit, on discute et tout. On me conseille, me parle. Moi, j'ai toujours su, j'ai 35 ans, je les ai eu le 21 juin. Mais toujours, mes aînés, ils ont toujours été derrière moi. Ils ne m'ont jamais lâché. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tout le monde grandisse dans le même sens. Et arrête de faire des guerres de cité qui sont inutiles. Et en plus qui nous défavorisent aux yeux de l'État. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les anciens ont essayé de construire, la jeunesse qui arrive derrière, elle va la détruire. Et on peut voir ça dans le monde durable, dans le monde du travail, dans le monde de la vie. Et je peux comprendre aussi, parce qu'il y a des choses, c'est que dans ce système français, on vit trop dans les peut-être. Et je comprends qu'un jeune qui va au travail, on lui dit reviens demain, peut-être qu'on va te donner le poste, peut-être pas, ou c'est pas moi, c'est l'autre. Tu vois, dans les boulots, c'est un peu comme ça. Et que les jeunes qui arrivent derrière nous, ils n'ont plus envie de peut-être, quoi. Ils veulent que ce soit concret, ils veulent tout de suite. Et forcément, ça amène des fois à de mauvaises choses. Et les jeunes qui sont nés là-dedans, comme ils n'ont pas vu des gens qui se descendent, qui leur jettent de l'acide sur eux, qui leur mettent des coups de couteau, ou avec des fusils qu'ils ont de chasse, ils leur tirent dessus ou les jettent dans la Seine. Et bien comme ils ne subissent pas ça, ils croient que leur problème, c'est leurs voisins qui leur ressemblent. Alors ça devient des guerres de cité, des guerres de porte à porte, et après ils se disent on est les kings, parce qu'ils croient que la France va les laisser faire tout le temps. Alors que nous, si on a été éradiqués, nous qui étions solides et durs, eux, ils vont être éradiqués à un moment donné. C'est clair et net, c'est une question de temps. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas donner crédit aux gens qui, eux, justement, n'attendent que ça. Et se servent de cette violence, d'une violence... Vous savez, il y a une chose, c'est que dans la cité, il y a ceux qui imposent la violence, qui la cherchent, et tu as ceux qui s'en servent. Et souvent, les têtes, celles qui sont en avant, celles-là, elles prennent jamais. Et l'État français, eux, nous jugent que sur ce qu'on a fait de mal. Mais dans la cité, il y a aussi des choses bien. Et la jeunesse, elle a aussi des bons côtés. Il faut sortir ses bons côtés. C'est vrai, comme disait Joe ou d'autres gens dans ce DVD, on a fait des footballeurs, on a fait des grands athlètes de haut niveau. Il ne faut pas oublier ça aussi. Maintenant, mon combat, il est autre. Au début, c'était les skins, c'était le racisme, c'était la cause black, rebeu. Tu vois, c'était cette cause-là. J'ai voulu faire partie de ces gens-là. Tu vois, on l'a tous soutenu SOS Racisme. Même si après, ils nous font des trucs bizarres là, tu vois. Hein, ils sont politisés à mort et maintenant, on n'a plus confiance en eux. Mais au début, c'était la cause qui nous a motivés. Ensuite, moi, en 93, quand j'ai découvert l'islam, je me suis converti à l'islam. En islam aussi, j'ai appris. J'ai voyagé. J'étais à Damas, j'étais au Soudan. J'ai vu le baratin là, qui nous raconte là, à la télé là, sur le Soudan. Et qu'en réalité, c'est que du pétrole, c'est qu'une histoire de pétrole. Et toutes les guerres qu'il y a dans le monde qui sont faites par cet enculé de Bush, c'est que et uniquement pour avoir hégémonie sur toute la planète. C'est que de la politique à 2 balles. Donc moi, ce qui m'étonne même aujourd'hui, c'est qu'à la base, on était hip-hop, on était censé avoir un message. Alors le message, il ne doit pas s'arrêter à la cité. Je vois être dans ma cité, je m'emmerde. Allez vivre en Afrique, allez vivre dans les pays du Moyen-Orient, allez vivre, vous allez voir comment ils crèvent la dalle. Moi, j'ai vu les cadavres là par terre, là, j'ai vu du monde. J'ai vu les gens, ils n'ont rien à becter. Nous, ici, on arrive à s'en sortir. Regardez, on est tous tocos, on mange bien. Là-bas, ils sont comme ça. Là-bas, ils crèvent de maladies qu'ici, c'est pénin. Donc, il faut qu'on arrête de se plaindre. Et que moi, mon combat aujourd'hui, c'est de nous réveiller. Nous réveiller au lieu de se taper entre nous.
au lieu de faire nos conneries là, entre bandes, il faut recadrer le débat, il faut recadrer et pas se tromper d'ennemis. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux gens. Il ne faut pas que ces gens regardent ce DVD en se disant bah, tu vois, c'est des animaux, parce que c'est carrément pas ça. C'est carrément nous un message pour dire voilà, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, handicapé, ou qu'est-ce que soient tes convictions, faut respecter. Mais si tu nous dérespectes, forcément, tu trouveras quelqu'un face à toi. Tu ne trouveras pas des esclaves avec des chaînes à baisser la tête, à dire ça fonctionne comme ça. Sinon, c'est de la dictature. Et nous, on ne fait pas partie d'un système où on a envie qu'il y ait une dictature. Nos parents, ils ont souffert. Ceux qui sont arrivés aussi avant ont encore souffert. Nous, on est à la limite. Donc tout ce qu'on construit là, c'est pas pour que nos enfants ils souffrent ou pour que la jeunesse elle souffre. Il faut que ce qu'on construit là, demain, ça amène à quelque chose de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes de quartier, ils ont les maisons de jeunes. Nous, on n'avait pas de maison de jeunes. Ils ont des aides de partout. Et ils continuent à crier, il nous faut des choses. Dans l'assistanat, ils pensent que les choses vont tomber du ciel. Comme on a dit, il y a un Père Noël, il est barbu, il vient avec un machin, il croit que ça va tomber. Ça ne tombe pas, il bousille tout. Non, je ne dis pas il faut qu'ils aillent chercher. Ce que là revient. Il faut qu'ils aillent se battre. La porte est fermée, tu ouvres la porte. Il faut accepter l'esprit de sacrifice. Pas spécialement humainement, physiquement, mais il faut accepter de sacrifier. C'est-à-dire que quand tu pratiques un combat, tu as un combat demain, tu dois faire le régime alimentaire, tu dois mentalement être prêt. Même quelles que soient les conditions de vie, que tu vis mal ou que tu ne vis pas bien, tu dois dire demain j'ai un combat, je dois m'entraîner, je ne dois pas trop manger. Quand tu sens le bon odeur de la bouffe, tu dis ah demain j'ai combat, je dois être au poids. Et je dois faire la fierté. Même si tu perds le combat, à partir du moment où tu as respecté tous tes sacrifices, tu sors de là vainqueur. Tu as dépassé un cap de ta vie, tes limites. Notre destin, il n'est pas fait pour être maçon, charleur. On peut aussi être avocat, on peut aussi aider d'autres gens, enfin, rentrer dans ce monde et dans ce social, pas forcément avec une cuillère dans la bouche, mais avec un bon pied, même si au départ c'est plus difficile pour nous, parce qu'on est d'une couleur, d'une autre nationalité. Et quand je dis une autre nationalité, c'est pour ceux qui ne sont pas français, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les extrémistes qui disent qu'il faut des Français de souche, mais proposez-moi des Français de souche, montrez-moi des Français de souche. J'en vois pas. Pour moi, la France, c'est aujourd'hui un truc multicolore, il faut vivre avec. Et vous êtes obligés de vivre avec nous et avec ces jeunes de cité qu'il faut aider, il faut faire avancer, il faut que les choses, je répète, elles changent. Et nous, on est là justement pour que ça change. Et moi, je donne un conseil à tous les anciens des quartiers, ceux qui s'en sont sortis, on n'oublie pas d'où on vient. Et c'est pour ça que de toute manière, le passé nous rattrape. Et on doit forcément... On ne peut plus changer le passé, mais on peut accorder un avenir au futur. Et ce futur, c'est les gosses des cités, quoi. Et c'est ceux-là qu'il faut faire avancer. C'est la fin de tout, et plus je tousse, et plus rien qui tient le bout. Que même le diable trouve son trou, y'a quoi? Ce monde sombre, guerre bombe, plus on avance. Et plus le soleil nous fait de l'ombre, plus le sommeil les tombe. Et quand vient la pluie, les battes, et les hommes de paix. Regarde les Tchétchènes, et les esclaves dans les chaînes. Faut qu'elles comprennent, que quand viendra la pluie, viendra la peur de l'inconnu. Les corps nus, les gosses nus, dans ce monde on n'en plus le temps, on n'a plus le temps. Et l'espoir en a mis temps pour que l'avenir soit fluctuant pour les truands. Criant, arme à la main, friand, déchus, que les anges les ont déçus, déchirent, comme des rimes contre nature, une vie contre Nathan, Satan, putain je t'ai déjà dit, s'installe temps, attends. À moi tout seul je suis un gang, à moi tout seul je tue les gens, à moi tout seul je suis le bon, le truc et le truand, à moi tout seul je suis gangsta, à moi tout seul je tue les gens, à moi tout seul je suis le bon, le truc et le truand. J'ai pas le bon teint, ni pris le bon train. Je suis explosif dans mes lyrics, fais péter les rimes jusqu'à ton larynx à l'arrêt. Marque un arrêt, écoute ça, dans la rue à ce qui paraît. Parrain, mais dehors tout le monde a faim, y'a faux et on faille, on est fade
soldats, intifada en faction, alors on résiste. C'est une balle pour la balistique, balise pas, une balle pour toi et là-bas, ouais, pour toi, l'embargo, un limbago dans le dos, tourne pas ton dos. Oh. Les négros ont faim, de l'arsen assassin, du matin, de l'aurore jusqu'à l'horreur. On n'a pas perdu notre honneur, hey. Mais dis-leur que c'est pas l'heure, que c'est pas le temps, qu'on n'a pas le bon temps. Bon, aujourd'hui, on a fait ce DVD Black Dragon pour expliquer aux gens que à l'époque, on avait une cause, et notre cause, c'était de chasser les skins. Et je peux vous dire un truc, j'ai fait des chasses, moi, à 3 h du matin, à 4 h du matin. On a fait Sèvres, Boulogne, je le répéterai jamais assez, Saint-Michel. J'ai une anecdote encore sur des skinheads. Un jour, on se fait charger à la Défense pendant ici 4-5 mois pendant qu'ils construisaient la Fnac. Ils ont mis la sécurité, c'est des skinheads, je ne sais pas s'ils avaient fait exprès, une vingtaine. Et tous les jours, ils venaient et face à nous, ils faisaient des high clairs. Et on a dit un jour, faut qu'on termine avec eux parce que sinon, ça va mal finir. Et si on charge maintenant, comme on est des Renois, ils auront toujours raison, c'est des agents de sécurité. Et arrivé le jour où ils ont débordé, c'est une anecdote, on les a nettoyés. Ils ont construit la Fnac, on aurait dit pour se débarrasser de nous. Et aujourd'hui, on existe encore. Et il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans les Black Dragons, il existe des puissants. Les puissants, c'est ceux qui ont toujours été là. Il faut bien comprendre, il y a un arbre, et c'est des puissants, on les appelle aujourd'hui les puissants. C'est ceux qui ont toujours été là, qui seront toujours là. Et si vous en éliminez un des puissants, il y en aura toujours. Et on n'a eu aucun remerciement. Et aujourd'hui, le rap, les artistes, l'industrie, ils nous ont oubliés et on fait ce DVD pour que jamais, mais jamais les gens nous oublient et qu'ils sachent que les Black Dragons, c'est pas une légende. Parce que depuis, avant ce DVD, on avait mis des visages sur 2-3 personnes. Maintenant, vous allez mettre un visage sur plus de personnes. Mais notre vie, on ne peut pas passer à travers. Et c'est pour ça qu'on fait ce DVD-là, pour que vous vous souvenez qu'un jour, il a existé des gens ici qui ont marqué leur histoire. Et ne pas nous faire passer ni pour des terroristes, ni pour des malfaisants. Parce que tous ces gens ici, aujourd'hui, ils ont essayé de nous faire disparaître. On ne disparaîtra pas. On est plus qu'une légende. On restera ici, gravé dans les murs, dans les parpaings, les jeans, on les a usés. Il y a des gens qui ont vu la prison, d'autres qui sont morts, d'autres qui ont été pour une cause, quelle qu'elle soit. C'était le seul moyen de rassembler des gens et de dire voilà, on existe. Et j'ai lu un magazine et un mec qui disait mais non, les bandes, ça n'existe pas. C'est juste des mecs de cité qui sont 10, 15, 20, ils disaient pas plus de 10. Aujourd'hui, je suis en train de prouver que tu vois là, il n'y a aucun de nous vient du même coin et tout le monde se connaît.